Ça faisait longtemps, les amis, que je n'avais pas autant vibré en découvrant tout à fait par hasard, au détour d'un reportage qui n'a rien à voir avec le true crime, une affaire. Comme une enfant, je suis passée d'article en article pour essayer de comprendre. Et quand je dis vibrer, c'est qu'à chaque fois que je déroulais le fil de la pelote de laine, j'étais toujours plus intriguée et perplexe. Je vous explique. Et restez bien jusqu'au bout de l'introduction. J'en ai eu mal à la tête et il me faut absolument vos avis. Récemment, je regardais tranquillement un reportage sur la classe moyenne qui est en train de disparaître aux États-Unis. Un reportage vraiment bien. On y explique que les salaires sont tellement bas que certaines personnes avaient du mal à vivre. On pouvait y voir un homme travailler comme un chien pour 220 $ la semaine à Disneyland, une entreprise qui brasse des millions. Là, je me suis dit, mais vive la France. Dans le reportage, des familles entières se retrouvent à la rue, même en travaillant à temps plein. Ceux qui ont de la chance finissent dans des hôtels ou dans leur voiture. Ils n'ont pas assez pour mettre de côté pour le mois de garantie d'une location et encore moins pour leur retraite. Bref, on suit différentes personnes dans leur combat pour s'en sortir. Une femme avait même recueilli une mamie SDF qui était brûlée par le soleil. La femme qui l'avait recueillie disait que c'est ce qui l'attendait, puisqu'elle n'aura jamais de retraite, alors même qu'elle travaillait dur et à temps plein. Bref, c'est un reportage passionnant, je vous le conseille, je vous le mets en barre d'infos. Et l'une des familles, c'est un jeune couple d'une vingtaine d'années. Dans le reportage, on peut voir qu'ils ont 2 petites filles, une de 1 an et une de 3 ans, qu'ils vivent dans leur voiture. Le jeune père avait dû traverser le pays pour pouvoir trouver du travail et il ne pouvait donc pas voir ses filles grandir. Il était triste, mais il économisait pour pouvoir louer un studio et mettre sa famille à l'abri. Il avait un emploi difficile, très physique, il devait travailler 10 heures par jour. Son patron disait face caméra que c'était un énorme bosseur avec une éthique de travail irréprochable. Quand vous regardez le reportage, vous ne pouvez être que touché par ce jeune père. Vous pouvez ressentir tout l'amour qu'il éprouve pour ses filles et sa femme et à quel point il se démenait pour prendre soin d'elles. Sauf que patatras, en fin de reportage, la voix off annonce qu'un bouleversement avait eu lieu alors que la famille se relevait doucement. On apprend par un bulletin d'information que le père a été arrêté pour avoir tué un homme à coups de hachette dans la tête. Le bulletin d'information parlait de potentielle légitime défense. Un homme fou ou drogué ou alcoolisé serait entré par effraction dans sa caravane en fin de soirée, muni d'un pieu, et le papa, Daniel Carter, aurait saisi une hachette à proximité et la lui a plantée en plein milieu du front dans un acte de légitime défense. Le bulletin explique qu'il y avait à ce moment 2 témoins et que tous les 2 allaient dans le sens de Daniel. Donc, soit il était innocenté et relâché, soit c'était la prison à perpétuité. Et le reportage se terminait ainsi. Bref, c'était le choc. Je peux vous assurer qu'on s'attend à tout sauf à ça en regardant un reportage sur l'économie d'un pays. J'ai donc regardé les commentaires pour connaître la fin, me disant que quelqu'un avait forcément déjà cherché et je suis tombée sur cette incroyable conversation. Je vous l'affiche et je vous fais un résumé. Donc il y a quelqu'un qui commente « J'espère que cette jeune femme et son homme ont réussi à s'en sortir. Ils méritaient une belle vie avec leurs 2 petites filles. » Soit quoi quelqu'un répond « J'ai bien peur qu'ils soient en prison à vie. » Quelqu'un d'autre répond « A priori, elle n'a pas bien tourné. Elle a été arrêtée en 2018 parce que son bébé a été testé positif à des drogues. Elle s'est mise à consommer de la meth, de la cocaïne, etc. Je ne sais pas si c'était un autre bébé ou s'il s'agissait de l'une des 2 petites filles que l'on peut voir dans le reportage. Pour son homme, je n'ai rien trouvé pour l'instant. » Ce à quoi quelqu'un d'autre répond « Il n'a pas été condamné, c'était de la, entre guillemets, légitime défense. Tu peux chercher sur internet, il avait tué son oncle avec un couteau en légitime défense quand il était mineur. » Et dernière réponse, il a été relâché pour légitime défense après 135 jours de prison parce qu'il avait essayé de fuir lors de son arrestation. Mais attention, Daniel Carter avait déjà tué son oncle à coups de couteau lorsqu'il avait 15 ans, légitime défense aussi. Voilà la conversation. Et là, je me suis dit, mais attends. Ça allait beaucoup trop vite pour moi. Et en une seule conversation, j'apprends que la maman a sombré dans la drogue et que le papa avait déjà une affaire de meurtre / légitime défense sur le dos. Alors, une double légitime défense dans une vie, je crois que je n'ai jamais vu ça. Je me suis dit, mais quelle est la probabilité pour que ça arrive ?
Alors il fallait que je mène mon enquête, et pareil pour la maman et cette histoire de drogue. Je vous propose de me suivre dans mes pérégrinations, découvrir aujourd'hui l'incroyable et hallucinante histoire de Danielle Carter. Comme toujours, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle puisse au maximum être partagée et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En découvrant tout ça, je me suis dit que le mieux à faire était de suivre la chronologie des événements et de commencer mes recherches par la première affaire, celle de l'oncle tué en état de légitime défense, dont il était fait état dans les commentaires sous la vidéo du reportage. Et j'ai découvert cette première affaire, en gardant bien à l'esprit que 8 ans après cette affaire, Danielle Carter a de nouveau tué en état de légitime défense, donc je pouvais pas être impartiale. 2 légitimes défenses dans une vie, encore une fois, je crois pas avoir déjà vu ça. Donc voilà ce que j'ai lu concernant les faits et la procédure. Et le but, c'est qu'on découvre ça ensemble. Je sais pas tout de cette folle histoire à l'heure où j'écris ces lignes, j'ai juste pris un peu d'avance. Donc, en résumé, dans la nuit du samedi 16 juillet 2002, dans la ville de Pensacola, dans le comté d'Escambia, en Floride, Danielle, 15 ans, a poignardé son oncle, Jake Carter, âgé de 46 ans, Jake étant le frère de sa mère, Cindy Carter. Donc, concernant le contexte, Cindy élève seule son fils Daniel et il lui arrive d'appeler son frère à la rescousse quand elle ne sait plus quoi faire avec Daniel. Elle a l'air d'une mère dépassée et Jake est déjà intervenu plusieurs fois par le passé et il avait plusieurs fois bousculé Daniel. Donc ce soir-là, Cindy appelle son frère, Jake. À ce moment, il est avec des amis. On est samedi soir, rien d'anormal. Il prend l'appel de sa sœur et se lève expliquant à ses amis que sa sœur a besoin de lui par rapport à Daniel, son neveu, et qu'il doit aller l'aider. Il monte en voiture et voilà la version de Daniel. Daniel explique que ce soir-là, son oncle a fait irruption dans sa chambre. Jake aurait commencé à hurler, il l'aurait tiré du lit par les cheveux et l'aurait malmené. Daniel a dit que son oncle ne voulait pas parler, qu'il voulait juste en découdre. Jake était selon lui enragé, hors de contrôle et complètement bourré. Jake aurait commencé à le frapper à coups de poing, à coups de pied et il aurait sorti sa grande lampe de poche en acier. Il aurait commencé à casser des objets avec en hurlant. Daniel avait tellement peur qu'il aurait essayé de prendre le téléphone fixe de sa chambre pour appeler les secours. Jake aurait débranché le fil du téléphone avant de l'empoigner par le col et de le frapper avec sa lampe de poche. Et comme il ne s'arrêtait pas et qu'il aurait menacé de l'attacher et de le castrer, Daniel, ayant eu peur pour sa vie, après 20 minutes de lutte, il a saisi un couteau antique de collection qui était à portée de main, puis il a poignardé son oncle à 10 reprises au corps, à la tête et au cou. Son oncle s'est effondré sur le sol et alors qu'il se vidait de son sang, Cindy l'a pris dans ses bras et a de suite appelé le 911 en hurlant hystérique qu'on vienne sauver son frère. Mais Jake a été déclaré mort à l'arrivée des secours. Daniel déclarera plus tard « Je voulais juste qu'il s'arrête, mais il ne l'a pas fait, il a continué. Et si j'avais su que je l'aurais tué, eh bien, je l'aurais laissé me battre. » Donc, Daniel a été placé sous les verrous dans un établissement pénitentiaire pour adultes malgré ses 15 ans. Il a invoqué un état de légitime défense. Il risquait donc soit l'acquittement si la légitime défense était reconnue, soit la prison à vie. Mais il y a plusieurs choses de louche, du moins que j'ai trouvé dans son histoire. Déjà, le médecin légiste, du moins le premier, puisqu'il y aura une autre autopsie réalisée plus tard par un autre médecin et on y reviendra. Mais selon le premier légiste, les blessures de Jake n'étaient pas dues à des actions défensives. Selon lui, l'emplacement des plaies indiquait une attaque. Donc en gros, selon lui, Daniel n'a pas porté les 10 coups de couteau pour se défendre en luttant contre Jake, mais in fine pour le tuer. Alors déjà les amis, faites un simple test. Imaginez-vous donner 10 coups de couteau. Faites le geste, faites l'aller-retour 10 fois de suite, comme s'il y avait quelqu'un qui était juste en face de vous. Et vous allez voir que c'est quand même très long. Et pour moi, ça suggère que c'est plus que pour se défendre que Daniel a frappé son oncle. Mais bon,
Quelqu'un qui a peur pour sa vie pourrait très bien frapper de manière compulsive et autant de fois, c'est tout à fait possible. Mais donc, retenez que selon le premier légiste, non. Sauf que le second légiste, qui remplaçait alors le premier qui était parti travailler ailleurs, a quant à lui déclaré le contraire. Selon lui, les blessures de Jack peuvent tout à fait correspondre à des blessures infligées dans le cadre d'une lutte par quelqu'un qui souhaite se défendre. Sachez qu'il a été touché au buste, au bras, à la tête et au cou et qu'il est mort de sa blessure infligée au cou. Donc, selon moi, à ce stade, c'est encore un peu compliqué de savoir. Mais je vous cache pas que j'étais très suspicieuse à l'égard de Daniel. Ensuite, je me suis demandé dans quel état physique était Daniel lors de son arrestation. Lui qui, d'après ses dires, aurait reçu 20 minutes durant des coups de poing, de pied et de lampes torches en acier. Puisque l'oncle, souvenez-vous, arrive, se jette sur lui pour lui tirer les cheveux, donc ça commence fort dès le début. Donc dans quel état physique était Daniel? Je n'ai rien trouvé. Sachez-le, pas de photos, rien, mais on peut présumer qu'il ne devait pas être en si mauvais état physique, puisqu'il n'est fait mention nulle part de blessures sur son corps le concernant, et ça aurait été forcément consigné dans le rapport de police. Donc à mon avis, lors de ses déclarations à la police, Daniel a au minimum amplifié la réalité, je pense. Je suis désolée, mais 20 minutes de lutte impliquant des coups aussi violents qu'il le dit, il y a forcément des traces. En sachant que, plus tard, j'ai découvert que Jake était un culturiste d'1,85 m et de 82 kg, qu'il était un expert en kung-fu, il était bien plus grand que Daniel et pesait 13 kg de plus en muscles que son neveu. Donc s'il avait infligé à Daniel tout ce que Daniel prétend avoir reçu comme coup, je pense que Jake l'aurait mis KO en 2 temps 3 mouvements, pas besoin d'une lutte de 20 minutes. Mais, à contrario, et pour la défense de Daniel, j'imagine que la carrure de Jake était si impressionnante que forcément Daniel a eu peur. J'essaie d'évaluer les choses sous des angles différents. Alors pour essayer de mieux comprendre, j'ai étudié le contexte. Quels étaient les rapports entre Daniel et Jake, entre Daniel et sa mère, et enfin, quels étaient les rapports entre Cindy et son frère Jake. Ce qui est sûr, c'est que Cindy avait appelé à l'aide son frère à plusieurs reprises par le passé par rapport au comportement de son fils. D'ailleurs, sachez, petite parenthèse, qu'elle s'est rangée du côté de son fils, c'était selon elle de la légitime défense. Sachez qu'elle aimait beaucoup son frère, Jake, et inversement d'ailleurs, mais elle a témoigné en faveur de son fils. Et peut-on vraiment prendre en compte la version de la maman? Après tout, elle vient de perdre son frère adoré, et c'est logique qu'elle ne veuille pas perdre son fils aussi. Après tout, c'est une maman. Donc j'ai un peu mis de côté, du moins son témoignage. De toute façon, comme elle avait une jambe dans le plâtre, elle n'a pas assisté à l'altercation qui s'est passée dans la chambre exiguë de son fils. J'ai néanmoins retenu l'information qu'elle a confirmé qu'il s'agissait bien d'une lutte de 20 minutes. Elle était dans sa chambre en train de pleurer et elle a entendu des cris, des sanglots et des objets qui étaient jetés dans la chambre de son fils. Donc déjà, on va se fier à la science, à la médecine légale. Les seuls éléments indiscutables avant d'étudier les témoignages de l'entourage. Selon Daniel, Jake était complètement bourré. Mais c'est faux selon les analyses toxicologiques. Il avait certainement bu quelques bières avec ses amis. Rappelons qu'il était en soirée, mais son taux d'alcoolémie était trop bas pour qu'il soit bourré au point où l'affirme Daniel. Mais partons du principe qu'il est arrivé ivre de colère, le visage tout rouge, en hurlant et en faisant de grands gestes. Daniel aurait très bien pu penser qu'il était bourré, qu'il n'était pas dans son état normal et qu'il avait bu. Ceci peut potentiellement expliquer cela. Sachez que les analyses ont aussi montré la présence de stéroïdes dans l'organisme de Jake. Il devait en utiliser pour gagner en masse en faisant du sport. Et on sait que les stéroïdes pris à haute dose, eh bien ça rend agressif et ça peut même faire perdre la boule au point de tuer. Il existe des tas d'exemples d'hommes qui ont par exemple tué leur femme au détour d'une simple dispute à cause d'une trop grande prise de stéroïdes. Mais le médecin est catégorique, le taux de stéroïdes dans son organisme était trop bas pour entraîner des changements de personnalité extrêmes. Il a également noté des traces de Valium, et on y reviendra plus tard. Et donc pour essayer d'en savoir encore plus sur l'état de Jake ce soir-là, les policiers ont interrogé ses amis présents à la soirée qu'il a quittée le soir du drame. Ils ont expliqué que c'était une soirée tranquille, entre amis, à papoter et à jouer aux cartes. Et que Jake n'était absolument pas saoul. Il était tout à fait en capacité de conduire et ils vont rajouter un élément important.
Jake leur a dit, après le coup de fil de Cindy, qu'il devait partir car sa sœur venait de l'appeler. Il a dit que Daniel, son neveu, était si agressif et incontrôlable ce soir-là que Cindy lui avait dit, je cite, avoir peur pour sa vie. Selon ses amis, Jake ne semblait pas en colère au moment où il est parti. Voilà donc dans quel état d'esprit il a quitté la soirée. L'appel de Cindy n'a pas été enregistré, donc on ne connaît pas en réalité le contenu de l'appel. Donc, dans son esprit, Jake s'en allait protéger sa sœur face à son neveu qui n'arrêtait pas de faire des siennes dernièrement. Neveu qui prenait avantage, clairement, sur sa mère, un avantage physique. On a une femme qui a un pied cassé contre un adolescent. Et on peut penser que Jake a pensé que seul un homme pouvait le calmer. Voilà, il peut faire son gros dur devant sa mère, mais devant lui, il fait moins son gros dur. Et selon l'entourage de Jake, donc sachez qu'il travaillait comme vendeur de biens immobiliers en multipropriété. Il était aussi directeur financier dans une concession automobile. Il partageait alors sa maison de Navarre Beach avec sa petite amie, Marnie Jamison. Ce n'était pas un homme agressif. Il n'était impliqué dans aucune affaire louche, aucune castagne de poivreau. C'était, selon son entourage, un homme gentil, extraverti, respectueux, qui ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Et aucun d'eux ne croit à ce jour qu'il ait pu vouloir tuer son neveu ce soir-là. Ni même qu'il s'en serait pris à lui d'une façon si violente que ça aurait pu faire penser à Daniel qu'il était en danger de mort. Pour eux, Daniel a frappé pour tuer et pas pour se protéger. Mais Cindy, la sœur de Jake, a déclaré que Jake avait un tempérament colérique. C'est la seule qui a dit ça. J'ai trouvé ça d'une audace, excusez-moi, hein, mais elle l'appelait tous les 4 matins pour qu'il vienne l'aider. Et en bonne poire qu'il était, il venait à chaque fois et elle dit ça. Ah mais j'ai trouvé ça ingrat. Mais encore une fois, peut-on en vouloir à une mère d'essayer de sauver son fils unique? Non. Vient ensuite les témoignages de l'entourage de Daniel. Ils nous en apprennent un peu plus sur sa personnalité. Le plus important, c'est celui de Brian Vuck, âgé de 18 ans. Le soir du drame, il était présent au domicile des Carter puisqu'il vivait avec eux. Cindy avait accepté de l'héberger pour je ne sais quelle raison. D'ailleurs, ça en dit long sur le tempérament assez gentil de la maman. C'est pas tous les parents qui accepteraient par bonté d'âme d'héberger les amis de leurs enfants comme ça. Et interrogé par la police le soir du drame, sachez que Brian n'a pas assisté à la scène, eh bien il a déclaré que Daniel était nerveux ces derniers temps. Jake était plusieurs fois venu l'engueuler lorsqu'il faisait des siennes et donc selon Brian, ça rendait Daniel angoissé. Il avait peur que son oncle ne lui fasse du mal, surtout que dernièrement il s'était amusé à fouiller dans ses anciens magazines, et magazines de surf je précise, et il redoutait qu'il vienne incessamment sous peu le punir et qu'il ne lui fasse du mal. En d'autres termes, son oncle le terrorisait au point où il se sentait en grave insécurité et au point où il avait peur pour sa vie. Sauf que plus tard, Brian a changé de version. Il a expliqué que s'il a déclaré ça, c'est pour ne pas enfoncer davantage Daniel, d'autant plus que c'était son meilleur ami. Alors il avait fait le choix de mentir pour le protéger. Sauf que réinterrogé dans le cadre de l'enquête, il a plus tard déclaré qu'en fait, Daniel était saoulé de son oncle. Ça le mettait en colère qu'il se pointe à la moindre occasion pour le corriger quand il faisait une bêtise, et Jake n'hésitait pas à, je cite, le bousculer, voire dans certains cas à le frapper. C'est pas si clair, hein. Le frapper, c'est vraiment pas si clair, en tout cas bousculer, oui. Et Daniel avait dit à Brian, peu de temps avant les faits, alors qu'ils étaient tous les deux dans sa chambre, en prenant dans ses mains la fameuse dague antique, je cite Brian, il a dit que si son oncle commençait à le battre, il allait lui trancher la gorge. Tiens, Daniel parle de trancher la gorge à son oncle et quelques jours plus tard, il lui tranche effectivement la gorge. En droit, on appelle ça de la préméditation. Brian a expliqué avoir menti car s'il avouait ça, c'était la prison à vie garantie pour son ami, mais c'est selon lui un meurtre prémédité. Alors, petite parenthèse, je me suis demandé, mais que fait une dague antique dans la chambre d'un ado de 15 ans? Alors on est d'accord, ça veut tout et rien dire, j'ai des amis qui collectionnent ce genre d'objets et qui sont des amours, mais si elle est antique, c'est que Daniel en fait collection, il n'a aucune passion pour l'histoire, sachez-le, mais il a une certaine passion pour les objets tranchants. Donc disons que ça m'a juste, dans ce contexte, fait me questionner un peu sur la personnalité de Daniel. Voilà. Ensuite, on va parler du témoignage de Marnie Jamison, qui est la petite amie de Jake Carter, la victime. Marnie va témoigner avoir reçu plus tôt, le jour du drame, un appel de la maman de Daniel, Cindy. Comme elle n'avait pas vu l'appel, Cindy lui avait laissé un message sur son répondeur.
Et dans ce message, Cindy avait l'air désespérée. Marnie a déclaré, je cite, « Elle a dit qu'elle était à bout de nerfs avec Daniel. Elle voulait que Jake vienne l'aider avec lui. » Marnie était présente à la soirée le soir du drame et voilà ce qu'elle a déclaré, je cite, « Jake a dit que Cindy craignait pour sa vie et qu'il devait être là pour elle. » Puis, autre élément intéressant, ce sont les objets qui ont été retrouvés sur Jake le soir du drame. Il avait sur lui 2 couteaux, une boîte de cartouches de fusil de chasse et une corde de 2 mètres. Et je pense que c'était sur lui. Je me dis quand même, ça fait beaucoup, pour avoir ça sur soi. Est-ce que c'était pas dans la voiture ? Mais je pense que c'était sur lui. Or, souvenez-vous des déclarations de Daniel, son oncle aurait menacé de l'attacher pour lui couper les roubignoles. Il avait une corde sur lui. Donc, c'est logique que Daniel ait eu peur. Et d'ailleurs, sa mère attestera l'avoir entendu le menacer de faire ça. Je me suis dit que ça faisait beaucoup d'objets louches en la possession de Jake, mais je me suis dit, on est aux States, tout le monde se balade armé. C'est même étonnant que Jake n'ait pas eu sur lui un gun, en vrai. Je me suis alors demandé, pour tenter de bien interpréter la présence de ces objets, est-ce que c'était dans les habitudes de Jake d'avoir tout ça sur lui ou non ? En tout cas, sachez une chose, c'est que chez les Carter, tout le monde était passionné de chasse et ils pratiquaient la chasse régulièrement, y compris Cindy et Daniel. Donc je trouve que ceci explique cela. En plus, si vous mettez à une personne un pantalon avec tout un tas de poches, où vous savez c'est par-dessus là, ces espèces de gilets avec tout un tas de poches, finalement tu glisses une boîte ici, t'as tes 2 petits couteaux ici, t'as la corde là et puis ça va vite. Et puis, sachez que lorsque les policiers sont venus arrêter Daniel le soir du drame, il était en train de pleurer en se balançant d'avant en arrière, il avait l'air traumatisé. Pour moi, ça veut tout et rien dire. Il n'allait forcément pas sourire en sirotant un cocktail à l'arrivée des policiers. Se balancer d'avant en arrière, tout le monde peut le faire. Néanmoins, ça peut être l'expression d'un traumatisme, qu'il y ait eu ou non volonté de tuer. Tuer, même si c'est vous qui êtes l'auteur, peut vous traumatiser. Vous voyez ce que je veux dire ? Et concernant donc la personnalité de Daniel et son environnement, sachez qu'il était scolarisé à la maison, après avoir été viré de son lycée suite à une accusation de consommation de médoc sur ordonnance. Il a fini par abandonner ses études à domicile. Il avait passé 2 ans dans un collège alternatif après avoir vendu de l'herbe que des amis lui avaient donnée. Sa mère a déclaré qu'il avait un tempérament doux, preuve en est que même s'il était un excellent tireur, il faisait semblant lors des parties de chasse familiales de rater ses cibles au point où tout le monde dans la famille le pensait mauvais. Daniel lui avait dit qu'il ne voulait tout simplement pas tuer de pauvres bêtes innocentes et qu'il pourrait encore moins les manger. Bon, je vous avoue que pour moi, ça c'était un bon point pour Daniel. Sachez aussi que Daniel était TDAH, à savoir qu'il était atteint d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et ça peut se traduire par de l'impulsivité, mais il était traité pour ça. Et si Cindy a appelé Jake à la rescousse le soir du drame, c'était parce qu'elle avait appris que Daniel et un ami avaient l'intention de se procurer de l'herbe et de la vendre. Elle a déclaré que la colère de Jake ce soir-là s'était amplifiée lorsqu'elle lui a dit que Daniel avait mis la main sur ses magazines de surf stockés dans la grange. Elle a déclaré, je cite, « Mon frère lui criait dessus très fort. C'était des insultes tellement brutales que je n'en avais jamais entendu de pareil auparavant. » Elle a dit qu'elle pouvait entendre des bruits de gifles. Elle se rappelle aussi que Jake a dit à Daniel de ne pas faire de mal à sa mère et de ne pas la mettre dans le pétrin avec ses bêtises. La confrontation dans la chambre de Daniel s'est intensifiée. Cindy a déclaré qu'elle pouvait entendre son frère frapper le lit en criant « Ça pourrait être ta tête !» Puis, elle a entendu déclarer « Je vais t'attacher, te déshabiller et te donner une raclée que tu n'oublieras jamais. » Elle a déclaré qu'elle l'avait alors entendu menacer de couper les roubignoles de Daniel et qu'elle a entendu également le bruit de la télévision s'écraser sur le sol. Il y a eu selon elle une brève bagarre, puis alors qu'elle se dirigeait péniblement vers la chambre, elle a entendu Daniel crier « Maman, maman, tonton Jake est en train de mourir ». Donc je crois que j'ai dit l'essentiel. Sachez qu'il n'y a pas énormément non plus d'articles sur cette affaire. Sachez également que la communauté s'est mobilisée pour Daniel. La communauté lui a trouvé un avocat réputé pour la défense des enfants qui a dressé le portrait d'un adolescent pauvre et maltraité et qui a craint pour sa vie. Selon cet avocat, son client était toujours calme, posé, pas du genre à aimer se battre. Donc, Daniel a été mis en prison pour adultes, et en sachant qu'il devait être
et qu'il sera d'ailleurs jugé en tant qu'adulte, ce qui, sachez-le, n'est plus possible de nos jours. En dessous de 16 ans ou à 16 ans, déjà on ne vous met pas dans une prison pour adultes et vous n'êtes pas jugé en tant qu'adulte. Et il aurait profité de son temps en prison pour, je cite, étudier un manuel scolaire général. Mais fait intéressant, pendant son incarcération, Daniel a tenté de s'échapper seulement 2 semaines après son arrivée. Je ne sais pas ce qu'il espérait s'échapper d'une prison à 15 ans, il y avait peu de chances qu'il réussisse, mais en tout cas il a essayé, vous verrez, il réessayera plus tard. Son procès a eu lieu 2 ans après, et précisons une chose très importante, Daniel a refusé une proposition du procureur, à savoir 12 ans de prison pour homicide volontaire s'il plaidait coupable. Daniel a ainsi pris le risque d'être jugé et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et là, je me suis dit, si perso j'avais été coupable, j'aurais directement accepté les 12 ans. Mais si j'avais été non coupable, je pense que je me serais battue jusqu'au bout, juste parce que j'aurais trouvé ça trop injuste de prendre 12 ans. Et je pense même que des personnes innocentes auraient peut-être pris les 12 ans, se disant, bon, mieux vaut ça que ne plus revoir la lumière du jour. Mais nous ne sommes pas Daniel. Il a reçu le soutien de différentes associations luttant contre la maltraitance infligée aux enfants. Quant à l'accusation, elle a déclaré que c'était un adolescent troublé, en colère, ingérable, du moins par la maman. Reimer, le procureur, a soutenu que même si Daniel avait initialement utilisé ce couteau antique pour se défendre, il avait, selon lui, poussé son droit à la légitime défense beaucoup trop loin. Il a déclaré, je cite, « Il n'avait pas besoin de porter ce coup fatal, en l'occurrence au cou. Après avoir eu des coupures sur les bras et du sang sur le visage, Jake Carter était un ennemi vaincu. Il était à la merci de Daniel. » Fin de citation. Sachez d'ailleurs que Daniel y a été tellement fort dans la légitime défense ce soir-là qu'il a presque totalement découpé un bras à son oncle. Et je vous avoue, quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, il est définitivement pas net, Daniel, vraiment. Alors, tu lui tranches quasiment le bras et ensuite tu vas l'attaquer au cou. Faut arrêter, enfin... Daniel, sachez-le, n'a pas témoigné lors du procès, rien d'étonnant à ça. Il arrive souvent que des avocats dissuadent leurs clients de témoigner, surtout lorsqu'ils sont jeunes, puisqu'au moindre faux pas, à la moindre parole de travers, ils peuvent se condamner eux-mêmes. Le risque est trop grand, donc il ne faut pas interpréter à la négative le fait que Daniel n'ait pas témoigné. Sera appelé à la barre Bruce Goldberger, professeur à l'université de Floride et travaillant au centre de toxicologie environnementale et humaine. Il va témoigner que Jack Carter avait un taux d'alcoolémie assez faible au moment de sa mort, qu'il avait également donc du Valium et un analgésique dans son organisme. Combiné à l'alcool, les médicaments auraient, selon lui, eu un effet sédatif et auraient pu altérer la capacité de Jake Carter à se défendre contre une attaque. Donc il n'aurait pas été surexcité, tout au contraire, quoi. Il n'était même pas dans ses pleines capacités. Et Daniel, sachez-le, a finalement été déclaré non coupable. Il a, selon un jury d'Escambia, agi en état de légitime défense et il a été libéré. Ça ne veut pas dire qu'il est vraiment innocent, même s'il l'est officiellement aux yeux de l'État. Ça veut dire que la préméditation et la volonté de tuer et non de simplement vouloir se défendre n'a pas pu être prouvée de manière certaine. Et comme vous le savez, le doute profite à l'accusé. On ne peut pas emprisonner une personne à vie sur des probabilités ou une intime conviction. L'un des jurés, Brandon Howell, a déclaré, je cite, « Nous ne pouvons pas dire à 100% qu'il a fait ça volontairement. Personne ne veut mettre un gars en prison pour quelque chose dont il n'est pas sûr. » Fin de citation. Au moment de sa libération, Daniel prévoyait de suivre des cours pour adultes au Pensacola Junior College. Sa mère a déclaré « Il pourrait aller de l'avant et passer son GED. Si je ne me trompe pas, GED, je crois que c'est une sorte de formation pour adultes. Il veut aller à l'école. » Fin de citation. Donc voilà pour la première affaire. Moi d'instinct, je me suis dit « ça pue ». Puis j'ai hésité. Tantôt je pensais parfois en faveur de la légitime défense, tantôt non. Mais j'ai pour habitude, en cas de doute, d'en rester à ma première impression, qui est celle la plus instinctive. C'est ce que je vous encourage à faire d'ailleurs. Quand vous avez un doute, essayez de garder toujours, de vous souvenir de votre première réaction. Daniel a, à mon sens, et ce n'est que mon avis, tué délibérément son oncle dans un accès de rage. Il n'a, selon moi,
pas simplement voulu le mettre hors d'état de nuire, il voulait le tuer, comme il en avait parlé à son ami un peu plus tôt. Et la seule chose que je sais, c'est que Daniel a dû prendre des médicaments pour un trouble de stress post-traumatique qui est en partie dû au fait qu'il a été placé des mois entiers dans une prison pour adultes avant d'être transféré dans un établissement pour mineurs. Il a passé 9 mois sur les 19 dans une prison pour adultes où son état de santé, à la fois mental et émotionnel, s'est détérioré. Et là, on peut encore et toujours parler du cas de Kalief Browder. Je sais, j'en parle beaucoup, mais il est la preuve que c'est n'importe quoi que d'enfermer des adolescents et des adultes ensemble. Ça n'a aucun sens et c'est pour ça que depuis la loi a changé, ça ne peut que créer des bombes en puissance que de mettre en contact des jeunes et des adultes violents. À la sortie, souvent c'est quoi? C'est de la récidive, c'est des jeunes qui sont encore plus durs que lorsqu'ils sont entrés en prison. Passons à la suite, on va leur faire un bond en avant dans le futur. Sachez que le documentaire est sorti en 2012, donc je me suis rendu compte que non, il n'était pas récent et qu'en fait, il présentait les conséquences de la crise des subprimes de 2008. En regardant le documentaire, la famille Carter m'a touchée. Daniel était touchant. Il suait sang et eau pour gagner un peu d'argent et vraiment, ça se voit sans l'ombre d'un doute qu'il adore ses filles. Ça, on ne peut pas lui retirer que c'est un père qui prend ses responsabilités de père. Déjà, il paraissait aimant avec ses filles, autant d'ailleurs qu'avec sa femme, et il n'avait, selon les images du documentaire, Dieu que pour sa famille. Il cravachait 10 heures par jour comme un diable, selon son employeur. Il faisait preuve d'un sérieux et d'une détermination incroyable, et c'était pour une paye de misère. Donc d'instinct, sans connaître son passé, je m'étais dit, en regardant le début du documentaire, mais quel bon gars, franchement, quel bon père de famille. Il avait déménagé en Californie avec sa famille. On suppose qu'ils sont allés là-bas puisque la Californie est un État qui accorde plus de sécurité sociale pour les personnes pauvres. Dans le reportage, on apprend que Daniel avait commencé son nouvel emploi 10 jours plus tôt dans le Kentucky. Quant à Amber, la maman, elle tentait de son côté de trouver un emploi. Mais comment aurait-elle fait pour faire garder ses enfants, elle qui n'arrivait déjà même pas à faire garder les fillettes, pour simplement postuler et on imagine pour passer un entretien d'embauche. C'était illusoire de vouloir trouver un emploi vu ce que ça coûte de faire garder des enfants. Mais au moins, Amber a eu le mérite de tenter. Elle n'est pas restée les bras croisés. Et donc, la famille est SDF. Ils vivent dans leur voiture depuis 4 mois, Amber et Jake ayant perdu 6 mois plus tôt leur emploi alors qu'ils travaillaient dans un hôtel de Las Vegas. Il me fallait donc, après avoir appris la première histoire, la première affaire, essayer de répondre à plusieurs questions. Déjà, que s'est-il passé en 8 ans? Carter a-t-il fait les études qu'il voulait faire? Qu'a-t-il vécu? Et aussi et surtout, où est Cindy, sa mère, la mère dévouée de Daniel? Pourquoi n'a-t-elle pas accueilli son fils et sa famille chez elle? J'ai trouvé ça très bizarre, ça colle absolument pas avec la Cindy qui aurait tout fait pour son fils. Et pour en savoir plus, j'ai découvert un article d'un blog. C'est un super blog qui s'appelle The Overeducated Housewives. La femme qui tient ce blog avait déjà fait tout un tas de recherches en 2021. Voilà ce qu'elle a trouvé et ça vaut le détour. Elle va expliquer en partie ce qui est arrivé à Daniel pendant ses 8 ans. Elle explique que c'est toute la communauté de Pensacola où résidait Daniel, adolescent, qui a pris fait et cause pour lui et sa mère 8 ans en arrière, allant même jusqu'à faire une cagnotte pour l'aider à payer ses frais d'avocat. Et ce que je pense, c'est que coupable ou non, Daniel, à l'âge de 15 ans, n'avait pas à être jugé en adulte. Donc, cette cagnotte, d'une certaine manière, je la comprends. Et c'est toute la communauté qui s'est réjouie lorsqu'il a été acquitté. Mais ce que je trouve par contre dégueulasse, c'est que son comité de soutien avait déclaré que le pauvre Daniel avait été attaqué par son oncle bodybuilder, ceinture noire de karaté, enragé par les stéroïdes et l'alcool. C'est vraiment, mais alors vraiment de mauvaise foi, puisque les preuves scientifiques prouvent le contraire. Et comme je vous le disais, un médecin a même conclu que vu ce qu'il avait dans l'organisme, il était plutôt dans un état smooth que dans un état surexcité, quoi. Donc c'est complètement faux. De toute façon, comme on dit, les absents ont toujours tort, alors qu'en est-il des morts?
La blogueuse explique que Jake le tonton était heureux à l'époque de sa mort. Il venait de trouver l'amour en la personne de Marnie Jamison, avec qui il avait emménagé, et il s'était confié à un ami de longue date, disant à quel point il était heureux. Figurez-vous que la blogueuse a trouvé tout un tas de témoignages sur un groupe Facebook formé par des locaux en hommage à Jake. C'est un groupe qui n'est pas public et d'ailleurs je crois même que depuis il a été désactivé. En tout cas, je n'ai rien trouvé sur Facebook, si ce n'est que je ne peux pas avoir accès à la page. Et donc voilà un message laissé par ce qui semble être une amie de Jake. Je cite. « Au fait, la dernière fois que j'ai vu Jake, c'était environ une semaine avant son décès. Je ne l'avais pas vu depuis un moment. Alors nous nous sommes pris dans les bras et nous nous sommes assis pour discuter autour d'un verre. Il était radieux, il souriait jusqu'aux oreilles, il m'a dit qu'il était amoureux, il m'a dit qu'il n'avait jamais pensé que ce genre de bonheur était possible et il m'a dit que pour la première fois depuis longtemps, il était enthousiaste à propos de l'avenir. Il n'était plus question d'un train-train quotidien, il était heureux d'être en vie. Et quelques jours plus tard, il était parti. Repose en paix, Jake, tu n'es pas oublié. » Bon. Continuons d'analyser les choses. On est d'accord que, dans le fond, un message laissé sur Facebook ne peut pas être considéré comme 100% fiable. Vous, moi, on aurait pu laisser n'importe quel message, il est vrai. Continuons. Sur cette même page, donc encore une fois, elle concerne des locaux. On peut aussi trouver le témoignage d'une jeune femme. La blogueuse explique qu'une femme a raconté qu'elle avait été mariée à Daniel Carter. Elle a écrit qu'il les avait escroqués, elle et sa mère, et qu'il était une personne très violente. Elle a exprimé sa gratitude pour le fait qu'ils n'aient pas réussi à avoir d'enfants ensemble. Et la blogueuse suppose donc qu'elle a dû être mariée à Daniel avant qu'il ne se marie avec Amber. Voilà, est-ce vrai, est-ce faux? On ne sait pas. Puis la blogueuse a été intriguée par le devenir d'Amber. Après le reportage, elle a donc fait des recherches et on en parlera juste après la deuxième affaire. Concernant la deuxième affaire, à ce moment, Daniel Carter est âgé de 25 ans. Il a 2 filles, Cassidy et Killian, âgés de 1 an et 3 ans, et il a épousé Amber, âgée de 21 ans. Vous connaissez déjà le contenu du documentaire à son sujet, il paraît vraiment être une bonne personne, avec, je cite, une éthique de travail exemplaire. C'est un père dévoué, sauf que patatras, alors qu'il était au Kentucky pour travailler, voilà qu'il abat un homme muni d'un bâton dans le comté de Bourbon sur Townsend Valley Road. On apprend dans le reportage, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre, que cet homme était venu voler Daniel en soirée et que pour se défendre, Daniel lui a planté une hache, comme dans les films, en plein milieu du front. Et d'après le reportage, enfin c'est ce qui est insinué, l'homme qui a fait irruption était une sorte de taré, j'ai même cru comprendre que c'était un SDF, et qu'il avait une sorte de long pieu et qu'il était sur le point de s'en prendre à Daniel après être entré par surprise et par effraction pour le voler. Et Daniel expliquait qu'il aurait dû rester pauvre avec ses enfants plutôt que de s'en aller dans le Kentucky pour travailler. Sauf que ce qui s'est passé, c'est pas du tout ce que j'ai cru comprendre dans le reportage. La victime n'est pas une personne sans domicile fixe qui voulait voler Daniel. En réalité, la victime, Chris Mitchell, est un homme de 39 ans et père de 6 enfants qui a autorisé Daniel à vivre sur son terrain, dans son jardin, dans une caravane appartenant à Chris Mitchell. Selon Rose Mitchell, sa femme, ils avaient autorisé Daniel à vivre dans cette fameuse caravane qui était située non loin de son travail. Eux-mêmes habitaient une caravane près de la sienne, mais celle de Mitchell et Rose, c'était plus une maison style mobil-home, alors que Daniel, c'était un camping-car vétuste. Et je ne sais pas comment les uns et les autres se sont rencontrés. Les Mitchell avaient été émus par sa situation, ils considéraient qu'il n'avait, je cite, pas eu de chance dans la vie et ils voulaient l'aider. Et d'ailleurs, on peut voir la fameuse caravane dans le reportage. Daniel y est filmé en train d'appeler sa femme. On y apprend qu'il partage la caravane avec, je cite, son pote Chris. On voit d'ailleurs le fameux Chris dans le reportage. Ce n'est pas là la victime. Ils ont le même prénom, mais le pote Chris est bien plus jeune. Les conditions de vie sont difficiles. Avec son ami, ils ont construit avec des planches de bois une douche à l'extérieur. Mais tout a l'air de rouler. Et de toute façon, l'objectif de Daniel, c'était de repartir une fois qu'il avait économisé assez d'argent. Et donc garder à l'esprit qu'à ce moment, il travaille depuis 10 jours. Depuis combien de temps il est sur les lieux, je ne sais pas, mais en tout cas, il travaille depuis 10 jours. Et voilà ce qu'il s'est passé selon mes recherches. Et sachez qu'il y a très peu d'informations disponibles. Donc s'il y a des zones d'ombre, c'est normal. Donc les faits se sont passés en juillet de l'année 2012 à 22h30.
Un peu plus tôt ce jour-là, Chris Mitchell a remarqué que des biens entreposés devant sa maison ainsi que des objets dans sa maison avaient disparu. Lesquels, je ne sais pas. Selon Rose, Mitchell était en colère et il suspectait Daniel de l'avoir volé. Il est là depuis une poignée de jours et comme par hasard, on le vole. Donc il est parti confronter Daniel. Et selon Rose, lors de la première confrontation, Daniel a pointé un fusil de chasse sur Chris qui serait alors reparti. Et c'est 1 heure plus tard que les choses auraient dégénéré. Selon Daniel, Chris Mitchell a fait irruption dans la caravane armé d'un bâton pointu qu'il a comparé à un pieu. Et selon lui, il était ivre et menaçant. Il se serait jeté dans sa direction dans le but de le frapper. Il a dit, je cite, « Il était ivre et prêt à me tuer ». Et comme il allait l'attaquer dans un réflexe de survie, eh bien Daniel a attrapé une hachette se trouvant à portée de main et l'a plantée dans la tête de Mitchell. Daniel avait ce genre d'ustensile avec lui de par son travail. Il construisait des clôtures, etc. Donc il n'y a rien de bizarre concernant la présence d'un tel ustensile près de lui. Et c'était selon lui le seul moyen de sauver sa vie. Rose, qui a assisté à la scène, a déclaré qu'après s'être emparé de la hachette, Daniel l'a portée au visage de son mari avant de la laisser tomber comme une pierre. Elle a affirmé qu'il l'avait fait avec une telle puissance que le front entier de son mari avait été fendu en 2. À ses yeux, c'était un acte aussi hallucinant que disproportionné. J'ai entendu dans le reportage que 2 témoins avaient témoigné en faveur de Daniel le soir même, ce qui veut dire que 2 hommes étaient présents sur les lieux. Je pense que le premier, c'est son colocataire, son pote Chris, vu qu'il habite avec lui, et l'autre, je ne sais pas. Alors, peut-être que c'était un ami qui était venu leur rendre visite ce soir-là, ou peut-être qu'il occupait lui aussi la caravane, on ne sait pas. Ils ont confirmé l'irruption de Chris Mitchell avec son bâton. Il redoublait selon eux de colère et était sur le point de s'en prendre à Daniel. Les secours sont arrivés rapidement sur les lieux. C'est dans un état critique que Chris Mitchell a été conduit à l'hôpital. Et comme il l'avait fait des années plus tôt, au moment de l'arrivée de la police sur les lieux, Daniel a tenté de fuir pour éviter d'être arrêté. Souvenez-vous, alors qu'il était en prison, 2 semaines après, il avait déjà tenté de s'échapper. Les policiers l'ont poursuivi, rattrapé. Daniel a résisté. Il était farouchement décidé à leur échapper, mais en vain. Il a donc été arrêté et conduit au centre de détention du comté de Bourbon. Daniel a déclaré aux policiers que c'est Chris Mitchell qui l'a attaqué en premier. Il a déclaré « Il est arrivé comme un gros gorille torse nu muni d'un pieu ». Daniel aurait alors paniqué et l'aurait frappé à coups de hache. Il a exprimé ses regrets. Il a dit, je cite, « J'aurais préféré ne pas le frapper à la tête, j'aurais préféré le frapper aux jambes ou quelque chose comme ça, mais on n'a pas le temps de réfléchir quand on a un homme adulte qui s'en prend à nous. » Déjà, je me suis dit, mais Daniel, tu es adulte, tu as 25 ans. Mais bon, c'est un détail. Donc Daniel a été inculpé pour agression, fuite devant la police et résistance à une arrestation. Mais comme Chris Mitchell est décédé le lendemain, le mercredi après-midi, à l'hôpital Chandler de l'université du Kentucky, Daniel a été inculpé non plus d'agression mais de meurtre. Et quand Rose a appris que Daniel avait déjà agi de la sorte par le passé, invoquant là aussi un état de légitime défense, elle a été choquée. Elle a déclaré, je cite, « Il dit que c'est une autre histoire, que ça fait des années. Mon mari l'a aidé, il l'a mis à l'abri et il lui fait ça. » Alors je me suis posé plusieurs questions. Daniel, même si c'est un détail, a-t-il effectivement volé Mitchell? Peut-être. Après tout, s'il a effectivement arnaqué son ex-femme et sa mère, souvenez-vous, des posts Facebook, c'est tout à fait possible. Pourquoi s'est-il enfui en voyant la police? Parce que d'après lui, il avait peur. Et ça se tient, après son passif, je pense qu'il vaut mieux fuir que de passer sa vie en prison. C'est improbable que 2 affaires de légitime défense se produisent dans une seule vie. Il s'est probablement dit « Ok, je suis fichu, faut que je déguerpisse, sinon je finirai ma vie en prison. » Et j'ai lu une conversation Reddit intéressante. L'auteur soulevait le fait que Daniel avait un syndrome de stress post-traumatique et que donc il a peut-être revécu l'agression de son oncle quand Chris Mitchell l'a confronté avec son bâton. Ceci expliquerait peut-être cela. Il serait passé en mode automatique, aurait frappé pour mettre hors d'état de nuire son assaillant, sans se demander dans le feu de l'action s'il devait frapper ici ou là, et selon lui, il ne serait qu'une victime. Mais est-ce que ça excuse de frapper un homme muni d'un bâton dans le front avec une hache? Au même titre, après tout, que Chris Mitchell n'avait pas enfoncé la porte de la caravane par surprise armé d'un bâton pointu.
Et puis en plus de ça, j'ai trouvé ça bizarre qu'il vienne muni d'un bâton, puisque 1 heure avant, Daniel avait pointé une arme sur lui. Alors il espérait quoi avec son bâton? Donc moi je pense que ce Mitchell a agi dans un sacré état de nerfs, sans penser à rien. Et s'il a pensé que l'homme qui l'avait aidé l'a volé, je comprends son énervement. Le reste, moins. Parce que c'était lui-même se mettre en danger. Et d'ailleurs, qui sait ce qu'il aurait effectivement pu faire à Daniel ce soir-là. Mais dans cette affaire, Daniel n'est-il pas, comme le disait le procureur dans l'ancienne affaire, allé trop loin dans l'usage de la légitime défense? Dans le reportage, il a interdiction de parler de l'affaire au cours de son entretien avec les journalistes. Il y dit que rester auprès des siens est dans le fond une bénédiction et qu'il n'aurait jamais dû partir. Il a dit, je cite, « J'aurais dû rester pauvre, mais avec mes filles sur les genoux. » Bref, sachez que toutes les charges ont été abandonnées contre Daniel. Il a été relâché après avoir purgé une peine de 135 jours de prison, car là encore, il n'y avait pas assez de preuves pour prouver qu'il n'avait pas agi en état de légitime défense, que son but était de tuer, puisqu'après tout, c'est Chris Mitchell qui est venu en découdre ce soir-là. Un juge, je cite ce que j'ai lu, un juge a rejeté l'accusation d'homicide involontaire. Il n'y avait selon lui pas suffisamment de preuves pour l'inculper. Et sachez que ce n'est pas l'avis personnel du juge. Le juge a très bien pu penser que Daniel était coupable. Je pense qu'il n'est pas idiot, il a dû se dire, bon, ça fait quand même 2 légitimes défenses. Mais la légitime défense est très encadrée par la loi. Et factuellement, selon la loi et selon les éléments réunis, qu'ils soient matériels ou que ce soit des témoignages, eh bien, Daniel remplissait les conditions d'une légitime défense. Le fait que Chris Mitchell se soit introduit dans la nuit dans la caravane armé d'un bâton pointu et qu'il se soit montré agressif physiquement et verbalement vis-à-vis de Daniel, autorisait Daniel à se défendre. Au même titre que si quelqu'un défonçait votre porte dans la nuit armé d'un bâton, agressif et menaçant, vous auriez vous aussi tout à fait le droit de vous défendre. Donc, Daniel a bénéficié d'une, je cite, immunité en version de la loi concernant la légitime défense. Le juge a néanmoins précisé que le dossier serait réouvert si de nouveaux éléments venaient à sa connaissance. Et je pense que s'il a précisé ça, c'est que lui-même avait conscience que ça pouvait paraître illogique qu'on remette en liberté quelqu'un qui a déjà eu affaire par le passé à la justice pour une même invraisemblable affaire. Mais il a fait ce pourquoi il est payé, à savoir appliquer la loi. Et sa libération a mis la famille de Chris Mitchell en colère. Ils ont vécu cette décision de justice comme une véritable injustice. Sachez qu'ils ont eu énormément de mal à faire leur deuil, ça se comprend. À lui seul, le sentiment d'injustice peut suffire à consumer une personne de l'intérieur. Vous rajoutez à ça un deuil. Le frère de Chris, Terry Mitchell, a déclaré « J'ai peur de ce que Daniel Carter pourrait faire à quelqu'un d'autre. » Oui, je veux dire, ce n'est pas de la justice, ce n'était pas de la légitime défense. Et c'est un homme libre, honnêtement, c'est vraiment ridicule. La belle-fille de Chris Mitchell, Leslie Robinson, a quant à elle déclaré « Ma fille pleure son grand-père et ses enfants pleurent leur papa tous les soirs. » Elle a dit aussi, et je suis d'accord avec elle, « Légitime défense ? Une fois peut-être, mais 2 fois. Allez, je pense qu'il a appris à déjouer le système. » Fin de citation. Et sachez que si Daniel a fait 135 jours de prison, c'est parce qu'il a plaidé coupable d'avoir fui un policier et d'avoir résisté à son arrestation. Et c'est un fait, comme le souligne la blogueuse, Daniel est extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'à la moindre altercation, il tue. Il frappe directement là où il faut, sans sommation. Elle a conseillé à la population, puisqu'elle est elle aussi de Pensacola, si j'ai bien compris, de rester à l'écart de cet homme. Il n'habite pas Pensacola à l'heure où elle écrit ces lignes, mais elle explique qu'il serait tout à fait capable de revenir dans sa ville, qu'il a vu grandir. Donc, elle a conseillé à la population de Pensacola de rester à l'écart de Daniel, de fuir, parce qu'en cas d'embrouille, c'est la mort. Sachez que Daniel a refusé les interviews, il les a déclinées expliquant qu'il voulait rester à l'écart de tout tapage médiatique pour se concentrer, je cite, à remettre sa vie sur les rails. Concernant Amber, la blogueuse a retrouvé la trace d'une Amber Carter dont l'âge pourrait correspondre, mais elle n'a pu que supposer car on ne connaît aucune date de naissance concernant celle du futur ou celle du reportage. Cette Amber du futur a été concernée par 2 infractions. La première en 2018, on apprend que dans le comté de Jones, dans le Mississippi, une certaine Amber Carter, âgée de 29 ans, a mis au monde un enfant qui a été testé positif à diverses drogues.
que de ce fait, elle a été arrêtée et écrouée après avoir tenté de fuir. Elle a été localisée et arrêtée 1 semaine plus tard et on n'en apprend pas plus. Mais vraiment rien de plus. Quant à l'autre affaire, c'est tristement la même, toujours dans le comté de Jones, sauf qu'elle a eu lieu en 2021. On apprend qu'une certaine Amber Carter, c'est la même photo, âgée de 33 ans, demeurant à Hattiesburg, a, là aussi, mis un enfant au monde qui a été testé positif à diverses drogues et qu'elle a été inculpée pour ça. Donc, ça je peux vous l'affirmer, il s'agit de la même femme concernant ces 2 arrestations. Mais est-ce là la Amber du reportage, à savoir la femme de Daniel Carter? Je dois vous avouer que je ne vois pas vraiment de ressemblance physique, surtout la couleur des yeux. La femme de Daniel Carter a les yeux bleus très clairs et ceux de la Amber des infractions a l'air d'avoir les yeux foncés. Mais regardez, selon la prise de vue, les yeux peuvent paraître d'une autre couleur. Sur ces images, les yeux bleu océan d'Amber Carter, dans le reportage, paraissent foncés, marron ou noir. Mais regardez bien, le nez et les sourcils paraissent similaires. Mais notons que la couleur de cheveux ne correspond pas. La femme de Daniel a les cheveux blonds foncés, quant à l'autre, elle a les cheveux châtains foncés bruns. Je vous laisse en juger en sachant que la consommation de stupes, en particulier de meth, peut considérablement modifier l'apparence d'une personne et ce en très peu de temps. Mais pour moi, ce sont 2 femmes différentes. Je ne reconnais pas les traits de son visage et Amber est un prénom courant aux États-Unis. Quant à Carter, c'est un nom de famille qu'on a tous déjà entendu au moins une fois. Donc, à mon avis, des Amber Carter, il y en a beaucoup. Mais je dois bien vous avouer qu'il y a quand même une sacrée similitude et assez troublante, c'est l'âge. Dans le reportage, Amber a 21 ans. Et là, Amber des bulletins d'information, elle a 33 ans en 2021 et 29 ans en 2019. Partons du principe que la femme de Daniel a été filmée en 2010, soit l'année précédant le reportage. Sachez qu'un reportage, c'est toujours très long à monter. Il peut se passer 1, 2, voire plus encore d'années avant qu'un reportage ne soit finalisé. En 2011, ça fait bien 29 ans en 2018 et 33 en 2021, comme la Amber arrêtée dans les 2 affaires. Avouez que c'est troublant. Mais c'est peut-être une homonyme du même âge. Alors des homonymes, je sais que ça existe à l'appel. Du même âge, c'est quand même un peu plus rare. Mais attention, ça peut très bien exister. Et ce que j'ai trouvé qui ne coïncidait pas, c'est que la Amber des arrestations a l'air de vivre dans le Mississippi et c'est pas du tout la Californie. C'est pas du tout Pensacola non plus, mais bon, en 8 ans, on peut déménager à l'autre bout du pays et on peut se transformer physiquement. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, la question finale, j'ai rien trouvé d'autre. Que sont devenus les Carter? Eh bien, je ne sais pas. Et pourquoi Cindy, la maman, n'a pas accueilli la famille de son fils? Alors, était-elle seulement encore en vie au moment du reportage? Alors, a-t-elle tourné le dos à son fils? Se sont-ils disputés? Avait-elle peut-être des problèmes avec sa belle-fille? Ou la jeune famille l'a-t-elle écartée pour X ou Y raison de leur vie? Je ne sais pas. Impossible à savoir. En tout cas, je ne comprends encore pas à ce jour comment Cindy, la maman, a pu laisser son fils et ses petites filles à la rue. Ça ne colle pas du tout avec son profil. Et là, pour une fois, je vous invite à répondre à quelques interrogations. Est-ce que Daniel est, à votre avis, coupable ou innocent pour la première affaire, comme pour la seconde? Et pareil pour Amber. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de la Amber des bulletins d'information? Et je vous avoue que sur la toile, le peu d'avis que j'ai vu était quand même assez mitigé. En conclusion, selon moi, il y a anguille sous roche. Ce Daniel, il est pas net. Sa défense à lui, c'est clairement le meurtre. On peut toutefois remarquer que dans les 2 cas, ce n'est pas lui qui est allé à la confrontation, mais notons tout de même que c'est son attitude qui a poussé d'autres à venir le confronter. A-t-il volé Mitchell? Si oui, volé quoi? Je pense que la victime Chris Mitchell n'a pas inventé ses vols et il y aurait dû y avoir au minimum une enquête là-dessus, pour le principe. Donc en résumé, même si Daniel semble être un père formidable et travailleur, je pense qu'il est un danger pour la société. Encore une fois, il me semble pas avoir eu connaissance d'une affaire du genre où un lambda, et je parle pas d'une personne qui occupe une profession à risque telle que fille de joie dans un quartier malfamé. Je n'ai pas le souvenir d'un lambda qui a dû par 2 fois dans sa vie tuer pour se défendre.
Dites-moi si vous connaissez des affaires de ce type. En tout cas, j'aurais aimé savoir ce qui est devenu cette famille. Si Daniel parlait de remettre sa vie sur les rails à sa seconde libération, c'est qu'il était désireux de reconstruire sa vie. Et sans doute auprès de ses filles et de sa femme. Et j'espère qu'elles sont heureuses. Donc on espère que Daniel n'aura pas à invoquer encore une fois la légitime défense à l'avenir. Je lui souhaite d'avoir trouvé du travail pour que ses filles aient une meilleure vie. Quant aux proches de Jake et Chris, je pense qu'il est inutile de leur parler de justice. Ils ne doivent plus beaucoup y croire à la justice. Et justement, concernant Jake, moi je pense que c'était un bon gars. Il était massif, il pratiquait les sports de combat à haut niveau. Alors s'il voulait tuer son neveu rebelle tout skinny, en 2 minutes c'était plié. Il n'y a pas besoin de 20 minutes de lutte. Et j'ai remarqué, et je vais faire une généralité, je vous l'accorde, mais j'ai remarqué que celles et ceux qui pratiquaient à haut niveau des arts martiaux tels que le judo ou le karaté étaient généralement des personnes avec un tempérament très calme. Ces disciplines venues d'Asie n'impliquent pas que les arts du combat. Elles appliquent aussi l'apprentissage d'un état d'esprit qui est celui du respect de son adversaire et de l'utilisation de la force qu'en cas d'extrême nécessité. Moi, j'ai fait du judo contre mon gré quand j'avais 6 ans. J'en ai fait 1 an ou 2, je sais plus. J'étais nulle de chez nulle et je me souviens encore du temps fou que le professeur passait à nous parler de respect, d'intégrité, et rien que le fait de se pencher en signe de respect, de salutation avant d'entrer sur le tatami, ça veut tout dire. Donc pour moi, Jake, c'était pas un homme agressif, sinon il se serait bastonné avec plus de gens, il aurait fini en prison plus d'une fois. Il a simplement voulu aider sa sœur, qui a eu très peur ce soir-là. Quant à Mitchell, je ne sais pas. On va retenir qu'il a quand même tendu la main à Daniel en le logeant. Je vais conclure cette histoire avec les sages paroles de la blogueuse. Si jamais vous voyez Daniel et que vous avez un désaccord avec lui, je vous conseille de courir. Quoi que vous fassiez, ne le confrontez pas. Il a manifestement un caractère très particulier et son histoire montre qu'il est très dangereux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis. Je suis désolée, vous êtes obligés, que ce soit concernant Amber, la première affaire ou la deuxième. Pour ceux qui sont de véritables détectives sur le net, si vous en apprenez plus, eh bien, dites-le nous en commentaire. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les Ukraine Sisters, à nous écouter sous forme de podcast. Nous sommes présents sur toutes les plateformes d'écoute. Quant à nous, on vous dit à très vite sur Ukraine pour une autre triste histoire, les amis.